Bonjour à toutes et à tous. Donc, voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée donc, au cadre bâti et paysager. Donc, tout d'abord, un chapitre dédié donc, à l'histoire et l'évolution du paysage et du bâti à Timistère Clermont. Donc, il faut savoir tout d'abord que Bâtiment Clermont présente un paysage typique de bocage, c'est-à-dire ce sont les champs, prairies, mais aussi vergers et prés qui sont entourés de haies et de chemins, donc ils sont très typiques des sols humides et vallonnés, propices à l'élevage d'ailleurs, et c'est vraiment une des grandes caractéristiques du pays de Herve. Ces paysages sont déjà présents à l'époque de Charles Quint, et notamment liés à l'interdiction d'export de blé, et vont permettre un développement donc, de la fabrication du sirop et du fromage donc liés au verger et donc à l'élevage de bovins. Concernant l'habitat, il existe des noyaux villageois très anciens, comme Timistère et Clermont, et le développement de l'habitat s'est fait petit à petit et sous forme d'habitat dispersé. Donc, les villages ne sont pas en continu, ils sont vraiment très ponctuels sur le territoire, et notamment via en fait les fermes laitières. Donc, on va voir des fermes laitières éparpillées un peu partout sur le territoire communal. Donc, il en ressort donc, des noyaux d'habitat historiques qui sont petits et peu étendus. Les voies de communication structurantes et de développement du parc économique. Donc, la route de Charlemagne, la N3, date du XVIIIe siècle et se situe sur une ligne de crête. Et en fait, cette position en ligne de crête va permettre d'avoir de nombreuses vues ouvertes et lointaines sur le paysage, mais également, il ne faut pas oublier que cette nationale, en fait, c'est une voirie qui est très structurante en termes de mobilité, mais aussi dans le paysage. On y observe une urbanisation dite en ruban, donc vraiment le long de cet axe comme ça, où c'est principalement donc, des maisons quatre façades notamment, voilà, qui se trouvent tout le long de la voirie sans former de quartier en tant que tel. Mais par contre, ce n'est pas continu sur toute la Nationale 3. Et il y a également donc, le développement de quelques activités économiques également, de quelques commerces, et ponctuellement de fermes, mais elles sont plutôt en recul de la nationale. Il y a également évidemment la présence de la E40 et de la ligne TGV qui sont parallèles, enfin en partie parallèles à cette N3, mais qui en fait de par le relief et de par la végétation ne sont pas tellement visibles partout sur le territoire. Évidemment, ponctuellement, elles le sont très fortement, mais globalement, ce n'est pas tellement impactant dans le paysage. Concernant le développement du parc économique, donc dans un premier temps ici, donc les Plénès, il est situé à contrebas justement de la ligne de crête et donc au sud de la Nationale 3. Et en fait, on se rend compte qu'il est peu marquant dans le paysage grâce à cette localisation en fait, donc en contrebas de la ligne de crête, tout comme l'autoroute et la ligne TGV. Et évidemment, ponctuellement, il est bien visible, mais globalement, sur l'ensemble du territoire, il ne l'est pas tellement. Notamment depuis la Nationale 3, il est en fait assez caché quand même par moment. Par contre, en cas d'extension de ce zoning, une attention particulière devra être accordée justement à l'intégration paysagère pour s'assurer que ça reste ainsi et non pas avoir un parc économique très, très dominant dans le paysage. Et concernant donc le développement d'autres activités économiques, il y en a le Congrès national 3 qui, elles, bien évidemment, sont visibles. Au niveau du paysage, cela a été également marqué donc, par l'intensification de l'agriculture. Donc, en fait, on a, comme expliqué, le système bocager et les vergers qui sont quand même très présents dans le paysage communal. Et ça l'était d'autant plus dans le passé jusqu'au XXe siècle. Ensuite, il y a une intensification de l'agriculture, notamment suite à une motorisation, une mécanisation assez importante des pratiques agricoles, qui ont eu comme conséquence en fait une augmentation de la taille des exploitations pour justement avoir une meilleure rentabilité de par cette nouvelle pratique. Donc une augmentation des tailles des exploitations, mais aussi des troupeaux, et donc l'agrandissement des parcelles. Évidemment, lorsqu'on a des parcelles qui sont très découpées par des haies, cela rend plus difficile le travail. Il y a également eu petit à petit une disparition progressive des haies, donc suite au système bocager, la disparition progressive du système bocager, mais aussi des vergers, liés aussi par rapport aux nouvelles pratiques agricoles avec une dominance de l'agriculture laitière qui s'est imposée, d'autant plus, et aussi simplement parce que les vergers, ils étaient nécessaires donc, pour la production de sirop et dans une moindre mesure de cidre, et ces activités, elles, ont par contre décliné dans le temps. Il y a également eu donc, une apparition de nouvelles structures bâties qu'il n'y avait pas forcément avant et qui peuvent être très impactantes dans le paysage. Ça ne l'est pas toujours, mais ça peut l'être. Et c'est notamment les grands hangars agricoles, les silos, etc. Au niveau du développement du bâti, de l'étalement du bâti, donc il y a une importance du développement de la population, du logement au cours du XXe siècle. Et donc, fatalement, si la population augmente, il faut pouvoir aller loger quelque part. Donc, on voit que le développement du bâti est particulièrement perceptible au sein du pays de R, justement, de par la structure d'un bâti très dispersé. Et donc, fatalement, plus on agrandit et on augmente les surfaces bâties, pardon, et bien, ça va être d'autant plus perspective au sein du pays de R. L'étalement de ce bâti, il concerne aussi bien l'habitat et le logement que les activités économiques.
Donc, en fait, si on regarde un peu cette ligne de temps, on se rend compte qu'avant 1900, on a un bâti qui est très disséminé sur le territoire, donc très dispersé, et un bâti assez historique, évidemment, qui est aussi rassemblé en petits noyaux villageois. Entre 1900 et 1950, ben, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup d'urbanisation, mais à partir des années 50, 60, et là, il y a eu un développement important de l'urbanisation, donc un développement du bâti en périphérie directe, dans un premier temps, des noyaux villageois. Donc, ce sont les noyaux villageois qui se sont agrandis petit à petit. Et après les années 2000, on voit apparaître, en plus de ce développement des noyaux villageois, le développement du bâti aussi le long des voiries. Donc là, on s'écarte un peu des villages et on continue à construire tout le long des voiries, notamment sous forme de lotissement. Et donc là, on est plutôt en bordure des noyaux villageois, voire parfois le long des grandes voiries, comme ça peut être le cas le long de la Nationale 3. Et en fait, la cartographie ici vous montre ça. Donc en bleu, on a le bâti datant d'avant 1900. En jaune, entre 1900 et 1949, et on voit qu'il est très peu présent. En vert, c'est le bâti datant de 1950 à 1999 et en rouge, le bâti d'après 2000. Donc, comme j'ai expliqué, on voit clairement qu'en bleu, le bâti, il est très disséminé, très ponctuel partout sur le territoire. Qu'en vert, on le voit très principalement concentré au sein des noyaux villageois. Le jaune n'est quasi pas présent. Et par contre, en rose, là, on voit que ça commence à boucher un peu les trous partout, mais aussi à s'étendre le long des voiries. Et c'est également en rose que l'on voit le développement des plaines très important après les années 2000. Au niveau des aires paysagères, donc Timistère Clermont est concerné par ce qu'on appelle trois aires paysagères. La cuvette centrale du pays de Herve, donc, qui est au nord de la Nationale 3, et qui va donc concerner les villages de Timistère, la Minerie, Froitier et Clermont. Le plateau de Walkenrad qui se situe au sud de la Nationale 3, et donc là, c'est le village de Elso qui est principalement concerné, mais aussi Xonic des Plaines, par exemple. Et il y a l'extrême sud qui est concerné donc, par les vallonnements herbagés de la Vesdre. Il faut savoir qu'il y a donc des périmètres d'intérêt paysager définis au plan de secteur qui sont de 25 hectares et qui sont représentés sur la carte en hachuré noir. Ils sont exclusivement présents au nord-nord-ouest du territoire. Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle les périmètres d'intérêt paysager ADESA. Donc, eux, ils n'ont pas une valeur réglementaire liée au plan de secteur, mais par contre, ils sont bien plus importants sur le territoire communal, parce qu'ici, on est à plus de 900 hectares euh, recensés. Et donc, c'est les larges zones ici en assuré vert. Nous avons également, il y a, de chez ADESA, pardon, il y a également donc, des points de vue remarquables. Ce sont toutes les lignes jaunes que l'on voit où c'est des vues, ça ce sont des vues remarquables sur le territoire. Et en plus de ça, nous avons fait des relevés terrain et ce sont tous les petits symboles de points de vue ici en noir et en rose que nous, on a relevé, que l'on trouvait extrêmement intéressant. Donc, on se rend compte que le paysage à Timistère est quand même vraiment intéressant et qu'il est très prégnant. Donc, on va passer aire par aire. Donc, la principale, donc, c'est la cuvette centrale du pays de Herve. Vous pouvez voir ici des photos qui le représentent et ainsi que la cartographie. Donc, on est au nord de la Nationale 3. Donc, Timistère, Clermont, la Minerie et Froitier sont les villages concernés. C'est donc une cuvette qui est formée par le réseau hydrographique qui est entourée, en fait, cette cuvette est entourée de coteaux. Donc, on a une topographie assez vallonnée. C'est particulièrement marqué, je trouve, à la minerie pour le côté vallonné. Il y a un historique de bocage qui est encore bien visible par endroits. Et la dispersion de l'habitat aussi. Il y a encore de nombreuses fermes isolées et un habitat qui est vraiment très ponctuel par tout petit regroupement par endroit. L'habitat, quatre façades, est extrêmement dominant. Les centres anciens, par contre, eux, représentent un habitat plus resserré, plus dense, ce qui est généralement le cas pour l'habitat historique. Il y a encore quelques vergers, mais ils sont de moins en moins présents dans le territoire. Évidemment, il y a un réseau routier structurant, notamment par la Nationale 3, mais aussi la N648. Et la N3, justement, donc positionnée sur cette fameuse ligne de crête, et offre des vues profondes sur le territoire et très intéressantes. On a évidemment, en plus du bâti des fermes isolées, il y a aussi des bâtiments agricoles autres que juste fermes, et des hangars, des silos qui sont également présents. Le plateau de Walkenrad, lui, concerne donc Exote et le zoning des Plaines, donc c'est le sud de la Nationale 3. On a un relief qui est beaucoup plus calme, légèrement vallonné, mais avec un horizon qui est plus lointain. Et donc, on a aussi des vues assez intéressantes. Beaucoup de prairies. Les villages sont aussi isolés et distants les uns des autres. Il y a également quelques fermes isolées présentes. Il y a quelques développements résidentiels le long de voiries, notamment de la Nationale 3. Et par contre, évidemment, ici, on va apercevoir un peu plus donc, les plaines ainsi que la ligne TGV, l'autoroute, etc. Mais malgré tout,
comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est perceptible, mais pas tant que ça. Ça ne l'est pas sur l'ensemble du territoire. Et enfin, les vallonnements émergés de la Vèze, donc là, ça concerne vraiment une toute petite partie du territoire. Et en fait, on trouve que cette partie sur Mystère-Clermont, c'est pas forcément représentatif de cette aire paysagère. Donc, elle est définie comme étant des reliefs bocagers fortement découpés par la vallée de la Vesdre et de ses affluents, qui dessinent la trame des paysages de l'aire de vallonnement hébergé de la Vesdre et de ses affluents. Les bois, ils sont visuellement très présents, en particulier dans le bas de versants pentus à proximité de cours d'eau. Nous, on estime qu'en fait, la partie ici concernée par cette aire paysagère devrait plutôt être dans la continuité de l'aire paysagère précédente, donc celle du plateau de Walkenrad. Donc voilà, on n'est pas tout à fait en accord avec cette classification pour le coup. Pour ce qui est du patrimoine bâti, donc il y a 269 biens qui sont repris à l'inventaire du patrimoine régional, qui est aussi HIPIC. Donc 48 sont pastiers. Donc il y a 48 biens qui ont une petite importance en plus particulière. Il peut s'agir de chapelles, de fermes, de façades de maisons. Enfin voilà, c'est assez varié. Il y a 9 biens classés. Le château de Craway, les orgues de l'église d'Elsaut, l'hôtel de ville de Clermont, la chapelle Saint-Roch-à-Mystère, etc. Il y a 4 sites classés, la place de Clermont, l'église Saint-Jacques-le-Majeur et son cimetière à Clermont, la chapelle Odile et ses abords, le monument Fonck et sa barrière sur la chaussée de Charlemagne. Donc, vous pouvez voir ici sur les cartographies suivantes la localisation des biens pastillés à l'hippique, les monuments classés, les sites classés, les zones sur Mystère et Clermont, et en fait les zones bleues, la zone un peu bleutée comme ça correspond donc à la carte archéologique de Wallonie et elle correspond principalement au centre villageois et plus particulièrement de Mystère et de Clermont ainsi que des zones assez ponctuelles sur le territoire. Pour ce qui est du gabarit et de l'état du bâti, donc en termes de gabarit, il est relativement homogène sur le territoire. On est souvent dans rez-de-chaussée avec un étage et un niveau engagé dans le toit, parfois 2 étages à niveau engagé dans le toit dans les centralités villageoises. En périphérie ou le long de voiries structurantes, on a soit des habitations plein pied avec maximum une hauteur en général donc de rez-de-chaussée, un niveau et un niveau engagé dans le toit. Et évidemment, les immeubles à appartements, surtout les récents, sont un peu plus hauts en R plus 2 plus T. Mais par contre, cette hauteur est plus importante que le R plus 2 plus T qu'on peut voir dans les centralités villageoises. Les hauteurs sous plafond sont plus importantes dans les habitations récentes que dans les habitations historiques dans ce cas-ci. Euh, il y a ce qu'on appelle quelques ruptures dans la trame bâtie. Donc, parfois, il y a vraiment des cassures comme ça au niveau du bâti. C'est principalement lié à des galettes commerciales et des activités économiques, notamment au niveau du zoning des Plénès ou le long de la Nationale 3. Certains immeubles à appartements aussi vont se détacher assez fortement, mais c'est le cas également de certaines exploitations agricoles ou de bâtiments assez spécifiques comme des écoles, l'omnisport, les églises, etc., qui ont donc une hauteur et un gabarit fort différents de ce qu'on retrouve sur le territoire. Ce n'est pas forcément négatif, ça peut l'être, mais ça ne l'est pas toujours. Globalement, l'état du bâti est bon, voire très bon. Ponctuellement, il y a du bâti dégradé ou qui manque en tout cas d'entretien, mais il n'y a pas vraiment d'endroit très spécifique qui concentre ce type de bâti. Donc, globalement, sur le territoire, l'état du bâti est bon, voire très bon. En termes de typologie, donc il y a 9 grandes typologies qu'on va passer en revue, que vous pouvez voir ici sur la cartographie. Donc, la première typologie, donc c'est le centre villageois ancien. Donc, on va le retrouver dans les centres de village. Donc, on a un bâti qui est continu et semi-continu. Donc, c'est un bâti qui est mitoyen ou semi-mitoyen, généralement ancien. Et globalement, à front de voirie. Il y a parfois un peu des petites cours à l'avant, etc. Et c'est des parcelles très irrégulières. C'est un bâti qui est relativement dense et qui a une forte identité patrimoniale. On a beaucoup de pierres et de briques en termes de matériaux. Notamment le centre de Clermont, par exemple, c'est typiquement ce genre de bâti. La typologie numéro 2, donc c'est le semi-continu ancien. Donc on a du bâti qui est donc mitoyen, c'est souvent des maisons type ouvrière, qui est également implanté en front de voirie avec des parcelles assez étroites et allongées. Euh, on a un bâti moyennement dense qui n'a pas une grande identité patrimoniale et l'état en général est un peu moins bon. L'état du bâti est un peu moins bon qu'ailleurs sur le territoire. C'est généralement le long des axes structurants qu'on va retrouver ce genre de bâti en dehors des villages. Ponctuellement à l'intérieur des villages, mais c'est rare. La troisième typologie, c'est ce qu'on appelle le semi-continu récent. Donc, c'est un bâti semi-mitoyen, 3 façades, qu'on appelle récent, c'est-à-dire après les années 70. On a des plus petites parcelles irrégulières, quasi que pour de la fonction résidentielle. On a un bâti qui est moyennement dense. Il n'y a pas forcément une grande identité patrimoniale non plus. Très homogène, c'est un peu typiquement les mêmes maisons partout. Et un recul de la voirie. C'est notamment le cas de la route de Mont au Plénès, enfin, du côté des Plénès, ou encore la rue Elseroux à Timistère.
Et la quatrième typologie, c'est donc le bâti ancien. Là, on a bâti ouvert ancien, donc ça a bâti quatre façades. Ce sont parfois des bâtiments d'exception, des grandes fermes, des châteaux, des très grandes bâtisses. On a donc des grandes parcelles et une très forte identité patrimoniale. Il est éparpillé un peu partout sur le territoire. C'est même souvent en dehors des zones d'habitat et parfois en petit ensemble. Donc, voilà, il y en a par exemple, le château de Crawley, par exemple, est typiquement ce type de bâti. Et la cinquième typologie, c'est ce qu'on appelle le pavillonnaire en ruban. Donc, c'est de nouveau un bâti quatre façades, donc ouvert, qui est assez récent et typique de la périurbanisation. Donc, c'est un peu ce qui se fait globalement en lotissement. Il est implanté le long des axes, en entrée ou en sortie des villages. Donc, c'est quand il s'est développé vraiment en périphérie des villages. Ce sont des parcelles assez grandes, mais très régulières, quasi que pour de la résidence. La densité est assez faible, il n'y a pas d'identité patrimoniale particulière. L'architecture peut être assez variée en fonction, en fait, entre guillemets, de la mode du moment et généralement en recul de la voirie. C'est ce qui représente quand même 51% du bâti à Timistère. Il est un peu partout sur le territoire. Ensuite, il y a le pavillonnaire en ensemble. Et là, c'est vraiment les lotissements. C'est typiquement la typologie des lotissements. Donc, en fait, c'est globalement la même chose que la typologie 5 pavillonnaire en ruban, si ce n'est ici qu'on n'est pas implanté le long des voiries principales, mais c'est souvent des petits clos, des cul-de-sac, des petits ronds-points. C'est recentré sur eux-mêmes, en fait. C'est vraiment des petits lotissements comme, voilà, c'est des petits lotissements. Par contre, à Timistère, ils sont peu présents. Il y en a un dans le centre de Timistère, il y en a aussi un petit peu à la minerie ou à Froitier, mais donc ce n'est pas la typologie la plus présente sur le territoire. Ensuite, il y a la typologie numéro 7, ce sont les immeubles à appartements, donc ce sont des gabarits quand même plus imposants, pardon, une architecture généralement plus moderne, euh, et c'est généralement que pour de l'habitat aussi. À Timistère, enfin sur le territoire communal, il n'y en a pas tant que ça, c'est assez peu présent, mais il y en a tout de même donc dans le centre de Timistère, à Froitier, mais aussi à la minerie. Et la typologie 8, et pour revenir sur les appartements, il y en a aussi le long donc, de la nationale, de la N3. Et la typologie 8, donc là, on est sur les grands gabarits. Donc, on n'est pas forcément que sur du résidentiel, c'est souvent des gros bâtiments, des hangars. C'est une fonction plutôt de stockage commercial, industriel, etc., qui peuvent avoir un impact paysager assez important. Par contre, c'est souvent défavorable pour le paysage, avec des gros gabarits, des matériaux qui sont très différents de ce qu'on retrouve ailleurs sur le territoire. Ils sont un peu partout. Il n'y a pas un endroit particulièrement. Évidemment, on ne prend pas en compte ici les Brennes, mais sur le reste du territoire, ça peut être un peu partout, notamment avec les activités agricoles ou autres. Et on ne prend pas en compte les Brennes justement parce que la typologie 9, c'est donc les grands gabarits dans un parc d'activité économique. Donc là, c'est clairement les Brennes. On a un gabarit imposant, type boîte à chaussures, fonction de stockage économique, etc. Il y a très peu de végétalisation, etc. Donc, voilà, typiquement, ce sont les Brennes. Donc, pour faire le point par rapport à ce chapitre, au niveau des potentialités à mobiliser, il y a les vues depuis la Nationale 3 qui sont très importantes et très intéressantes, qui peuvent être orientées aussi bien vers le nord que vers le sud de cette voirie. En fait, il y a également la présence d'une bonne qualité de bâti et d'éléments patrimoniaux d'intérêt qui sont très importants, un peu partout sur le territoire, mais quand même en particulier dans les centres de Timistère et de Clermont. Dans les contraintes, il y a quand même justement la présence de ces biens patrimoniaux, de ces sites classés, euh, car on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait, et donc il y a certaines contraintes liées justement à ces classements. Et les besoins auxquels répondre que nous avons identifiés, il y a donc gérer l'urbanisation afin de préserver les structures villageoises anciennes et l'habitat ancien dispersé, et mieux contenir les franges bâties des villages particulièrement visibles. Donc ici, ça veut simplement dire qu'en cas de nouveau développement immobilier, il faut respecter l'ancien et essayer d'intégrer au mieux ces nouveaux développements. Il y a la préservation et le redéploiement de la structure bocagère, particulièrement au sein de la cuvette, de l'aire paysagère de la cuvette. Il y a la réflexion à mener sur les hangars, bâtiments d'exploitation agricole ou fermes avec un aspect délabré. Donc, ce sont ces grands gabarits qui parfois ont un aspect assez négatif dans le paysage, où en fait une intégration paysagère pourrait être possible. Et il y a également en fait de veiller à l'intégration des activités économiques, dont les galeries commerciales dans le paysage. Et ça, c'est notamment toutes les activités économiques le long de la Nationale 3, ainsi que le zoning des PNS, par exemple. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu.